Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Nous avons déjà discuté sur ce plateau à plusieurs reprises du futur de la politique étrangère du président Joe Biden. En plus de ces questions importantes, il y a aujourd'hui d'autres sujets de préoccupation aux États-Unis et à travers le monde. Par exemple, la manière dont l'administration Biden réglera le dossier iranien. Est-ce qu'elle négociera un nouvel accord nucléaire et dans ce cas, quelles en seront les conditions ? Dans quelle mesure le président Biden est-il prêt à alléger les sanctions imposées à l'Iran? Et comment va-t-il gérer la responsabilité de Téhéran quant à la déstabilisation du Yémen, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, du Golfe et de l'Afrique du Nord? Comment façonnera-t-il les relations des États-Unis avec les alliés arabes? Pour débattre de toutes ces questions et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xiu Wang. Il s'agit d'un citoyen américain qui poursuit actuellement ses études doctorales à l'Université de Princeton. Il est également chercheur associé à l'American Enterprise Institute, l'un des centres de recherche les plus importants de Washington, D.C., qui s'intéresse aux recherches historiques et aux relations régionales dans l'ensemble Moyen-Orient, Chine, Russie et Eurasie en général. Xiu Wang est peut-être un nom familier de nos téléspectateurs car il a passé 40 mois dans la terrible prison d'Evin à Téhéran, la capitale iranienne. Il a été interpellé en août 2016 alors qu'il menait des recherches universitaires en Iran. Il a été injustement déclaré coupable d'espionnage et condamné pour cette raison à 10 ans de détention. Plus tard, Xiu Wang a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran. C'était en décembre 2019. Soyez le bienvenu, Xiu Wang, sur Médien TV. Mais avant d'entamer la discussion avec vous, permettez-moi d'abord de m'adresser à notre chroniqueur George Landrit, qui a été candidat républicain au Congrès pour l'État de Virginie. Aujourd'hui, il est président d'un organisme appelé Frontier of Freedom, qui est un institut de recherche en politique publique très réputé à Washington. George, il est bien connu que les États-Unis entretiennent depuis longtemps des relations tendues avec la République islamique d'Iran. D'après vous, en tant que politicien, comment la plupart des Américains voient-ils l'Iran? Souhaitent-ils des relations normales avec ce pays et que sont-ils prêts à consentir pour cela? Je pense qu'il s'agit d'une bonne question, mais plutôt compliquée, car les Américains ne font pas confiance au régime iranien. Alors oui, bien évidemment, il y a des Américains d'origine iranienne, et ce sont des gens admirables. En fait, il existe une problématique au niveau des relations bilatérales. Nous considérons le régime iranien comme une source de mal, et je partage cette opinion. Mais nous voyons le peuple iranien comme la première victime de ce régime. Le principe voudrait qu'on établisse de bonnes relations avec le peuple iranien. Mais je ne pense pas que la plupart des Américains soient d'accord sur la fiabilité de ce régime, car la plupart le voient comme une véritable source de mal. Parfait. Je me tourne à présent vers notre invité Xiu Wang. Je voudrais commencer la discussion avec vous par vos études sur l'Iran. Dans vos publications en tant que chercheur, vous avez à un certain moment conclu que l'Iran est dans un certain sens un bon pays et que son hostilité envers les États-Unis est le résultat de l'agressivité américaine à son encontre. Entre-temps, vous avez passé plusieurs années en Iran, notamment pendant la période de votre emprisonnement. Alors, est-ce que vous gardez toujours la même conviction? Tout d'abord, merci infiniment de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je dirais que j'ai appris, comme c'est le cas de nombreux étudiants, que la raison de ce comportement pervers de l'Iran peut s'expliquer par la politique agressive des États-Unis. Ce qui signifie que l'erreur est celle des États-Unis à cause de leur politique étrangère.
C'était la raison principale pour laquelle j'ai décidé de visiter l'Iran pour terminer ma thèse de doctorat. Et c'était immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais l'expérience personnelle que j'ai vécue a montré, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il reposait sur un optimisme mal placé. De plus, la période de ma détention dans une prison iranienne pendant 40 mois a été une bonne opportunité pour mener une étude approfondie à cet égard, et j'en suis arrivé maintenant à la conviction que la politique agressive du régime iranien, ses pratiques maléfiques contre les États-Unis et contre les voisins de l'Iran est un acte délibéré et non pas une réaction. Il existe de nombreux Américains, y compris de hauts responsables et des membres du Congrès, qui estiment que la politique de la carotte et du bâton peut être efficace pour bousculer le comportement hostile de l'Iran et le pousser vers une certaine modération. Vous avez dit que vous avez été arrêté et condamné injustement, alors même que l'administration Obama a signé l'accord nucléaire avec l'Iran et que les relations bilatérales entre les deux pays étaient au sommet de leur orientation positive. Alors je voudrais vous demander, comment cela a-t-il affecté votre vision envers l'Iran ? Je pense que c'est une question très épineuse, mais permettez-moi de commencer ma réponse en vous expliquant comment le régime iranien voit les États-Unis. Le régime iranien n'estimait pas que l'approche du président Obama envers l'Iran était basée sur de bonnes intentions dans le cadre d'une politique positive envers Téhéran. Le régime iranien croyait que le comportement d'Obama était comme une main de fer dans un gant de velours et qu'Obama nourrissait de mauvaises intentions envers l'Iran et cherchait à changer le régime iranien. Cela a été répété à plusieurs reprises dans les médias iraniens et même pendant les phases d'interrogatoire avec moi. C'est ainsi que le régime iranien a perçu l'accord sur le nucléaire et l'attitude positive que le président Obama a adoptée. Lors de mon interrogatoire, ils m'ont demandé pendant la campagne électorale américaine qui serait le candidat à la présidentielle qui remporterait les élections américaines en 2016. Je pensais, comme c'était le cas de la plupart des Américains, qu'Hillary Clinton serait celle qui gagnerait. Mais les enquêteurs iraniens m'ont dit qu'ils souhaitent que Donald Trump remporte l'élection présidentielle, non parce qu'ils veulent collaborer avec lui, car il est un homme d'affaires, comme beaucoup pourraient le penser, mais ils m'ont plutôt dit que cela leur permettrait de justifier une politique plus conflictuelle avec les États-Unis, le grand Satan, si Trump devenait président. Mais ils ne savaient pas ce que ferait le président Trump vis-à-vis de l'Iran. Permettez-moi de revenir sur ce point. En quoi cela profite-t-il à l'Iran d'avoir des relations hostiles avec les États-Unis ? Pourquoi préfèrent-ils traiter avec un président américain intransigeant plutôt qu'avec un président positivement ouvert à la négociation ? Well, I think that's a hard one. I don't think, and I really believe so. I don't think the Iranians have a good answer to that, because if you. Je pense vraiment que les Iraniens eux-mêmes n'ont pas la réponse à cette question, car si vous regardez ce qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années, vous constaterez qu'ils essayaient de reformuler leur politique. De plus, lorsque l'Iran était parfois sous pression, il voulait réduire ses pressions pour pouvoir retrouver sa vie normale et gagner de l'argent à travers les échanges avec l'étranger. Mais dès que les Iraniens obtiennent ces échanges normaux, ils se sentent plus menacés par l'ouverture et le libéralisme, chose qui demeure une menace pour le régime iranien. De ce fait, les Iraniens reviennent à leurs anciennes pratiques.
Je pense également que les Iraniens ont essayé de se positionner toujours entre ces deux possibilités. De même, ils n'ont pas une bonne réponse à ce qu'ils devraient faire. Il me semble que le régime iranien a continué à réévaluer constamment la situation sans qu'il y ait une stratégie claire à long terme. Le régime iranien s'est habitué à gérer la situation en fonction de l'évolution des événements. Pourquoi alors avez-vous été arrêté et emprisonné en Iran? Ils m'ont emprisonné parce que je suis un citoyen américain et ils me l'ont dit clairement qu'ils voulaient conclure un accord avec les États-Unis et que pour réaliser cet objectif, je dois être un espion américain. Cela leur permet de prétendre qu'ils avaient une affaire contre moi et ils pouvaient donc négocier avec les États-Unis un accord d'échange de prisonniers et la libération des avoirs iraniens gelés. C'est ce qu'ils m'ont dit en toute vérité. Chers téléspectateurs, nous reprendrons notre discussion après une courte pause avec Xu Wang. Je rappelle que Xu Wang est un ancien prisonnier américain. Il a été condamné pour espionnage en Iran et nous évoquerons avec lui la direction politique que compte prendre l'administration Biden concernant l'Iran. Nous parlerons de sa stratégie pour modérer l'hostilité de Téhéran, un régime, je le rappelle, qui s'est jusqu'à présent révélé hostile à tout changement positif. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre invité d'aujourd'hui est Xu Wang, doctorant, chercheur, qui était emprisonné en Iran pendant 40 mois, juste parce qu'il était citoyen américain. Xu Wang, les relations diplomatiques avec l'Iran sont très complexes. Les États-Unis se disent prêts à discuter d'un nouvel accord nucléaire à condition que l'Iran mette fin à ces violations de l'ancien accord. Washington envisage aujourd'hui la possibilité de rencontrer les Iraniens pour discuter de ces questions, mais jusqu'à présent, ces derniers rejettent cette idée et dans le même temps, Téhéran continue ses attaques contre les cibles américaines et les alliés américains. L'Iran a même pris en otage des Occidentaux, dont des Français et des Allemands. Quelle lecture faites-vous de la partition que joue l'Iran sur ce dossier? Je pense qu'il s'agit d'un jeu très clair. Si vous vous mettez à la place du régime iranien, vous vous rendrez compte que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils ne vont accepter aucune condition maintenant parce que l'administration du président Biden a clairement indiqué son intention de relancer l'accord nucléaire le plus tôt possible. C'est ainsi que les Iraniens veulent envoyer un message à la communauté internationale selon lequel l'Iran n'obéira pas maintenant et intensifiera ses provocations calculées. Et que Téhéran a l'intention d'exiger le maximum avant de trouver un moyen de revenir à la table des négociations avec les États-Unis. En fait, c'était prévisible, car l'administration Biden a révélé à l'Iran l'objectif ultime de Washington, celui de relancer l'accord nucléaire le plus tôt possible. Ce n'est pas une bonne tactique, tout au contraire, cela constitue une approche très problématique. Vous ne montrez tout simplement pas à votre adversaire votre objectif ultime, car cela renforce la position de négociation de ce dernier. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé de fait. Pour compléter ce que vous dites, je voudrais rappeler ce que vous avez écrit dernièrement dans un article au Wall Street Journal. Permettez-moi de lire un extrait de ce que vous avez écrit. Je cite. Nous ne pouvons pas affronter la menace iranienne par la complaisance, mais plutôt par la confrontation et la dissuasion. Le président Biden doit montrer une volonté forte s'il veut faire de réels progrès pour endiguer la menace iranienne pour la paix. Fin de citation.
Alors je vous pose ici deux questions. La première, voyez-vous que le président Biden fait preuve d'une volonté suffisamment forte? Et deuxièmement, comment cette confrontation et cette dissuasion doivent-elles se traduire? Doivent-elles être dans la continuité de la politique du président Trump, qui au final ne s'est pas révélée aussi efficace que cela? Okay. So, to answer your first question, in my opinion, the Biden administration is trying Pour répondre à to, votre première question, je pense que l'administration Biden tente de convaincre l'adversaire local en montrant son accord sur le fait que l'accord nucléaire n'était pas approprié et qu'il est nécessaire d'élargir ses dispositions. Mais pour montrer clairement à l'Iran l'intention de l'administration de relancer l'accord nucléaire et de faire des concessions, l'Iran n'a pas ressenti une volonté assez forte chez l'administration Biden. Quant à votre seconde question, affronter l'Iran et imposer des limites assez pratiques signifie en fait que lorsque l'Iran soutient des milices qui attaquent les intérêts américains dans la région, on doit répondre avec force et tenir l'Iran pour responsable. Les États-Unis doivent répondre à chaque attaque avec une réaction similaire, donc Téhéran doit comprendre que si elle provoque les États-Unis et les amène à l'affrontement, ce conflit ne se terminera pas dans l'intérêt de Téhéran. L'Iran ne doit pas du tout recevoir un chèque en blanc pour des actions maléfiques. Par exemple, la capacité de missiles de l'Iran doit être soumise à des restrictions, ainsi que les achats d'armes de l'Iran doivent être soumis à un examen minutieux. De même, l'Iran ne devrait pas avoir un accès libre aux marchés financiers mondiaux sans surveillance et sans contrôle. Vous avez été emprisonné pendant 40 mois dans la terrible prison d'Evin à Téhéran. Elle est connue pour le traitement extrêmement odieux réservé à ses prisonniers. Alors qu'avez-vous enduré dans ce centre pénitentiaire? J'aimerais aussi vous demander, comment avez-vous vécu cette expérience? Écoutez, ils m'ont jeté dans une cellule d'isolement depuis le début. Ils ne m'ont permis de contacter personne pendant 18 jours. Pendant cette durée, j'ai été soumis à des séances d'interrogatoire qui duraient plusieurs heures quotidiennement. J'ai reçu plusieurs fois des menaces et j'ai été soumis à des méthodes de torture psychologique. En fait, si vous avez lu le roman L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, les 3 premiers chapitres décrivent exactement ce que j'ai enduré en Iran pendant mon emprisonnement. Mais pour être franc et honnête avec vous, je n'ai pas été soumis à la torture physique. Par contre, ils ont exercé des pressions psychologiques terribles sur moi, de sorte que je ne savais pas quel sort ils me réservaient. C'est suffisant pour briser quiconque ne s'attend pas à ce que quelque chose comme ça lui arrive. To your second question, how I got through it, and I think Quant à votre deuxième question liée à la façon dont j'ai géré cette situation, le plus important est que je communiquais régulièrement avec ma famille car j'avais la possibilité d'avoir un appel téléphonique de 10 minutes chaque semaine et lors d'un appel téléphonique avec ma femme, elle m'a dit « Accroche-toi et aie la foi et sois sûr que je serai avec toi à chaque seconde ». Ainsi, à chaque fois que j'étais submergé par un sentiment de peur, de panique, d'incertitude et d'incapacité à supporter la situation, ou que j'étais envahi par des sentiments extrêmement négatifs, je ne cessais de me remémorer la voix de ma femme et ses mots. C'est ce qui m'a vraiment aidé à traverser les moments les plus difficiles. De plus, j'étais conscient du fait que je suis un citoyen américain et que les États-Unis me soutiennent et ne m'abandonneront pas parce qu'ils n'abandonnent jamais leurs citoyens et qu'ils finiront par me libérer. C'est vrai que cela a pris du temps, mais les États-Unis ont obtenu ma libération et je leur en suis éternellement reconnaissant.
C'est une histoire extrêmement émouvante, Xiu Wang. J'ai été profondément touché par cet aspect familial, cet amour également qui vous a protégé et votre foi en votre pays, les États-Unis, pays qui n'abandonne jamais ses citoyens, chose qui est extrêmement importante. Mais la ténacité et la fermeté sont également importantes. Je suis d'accord avec vous que si nous ne prenons pas une position ferme contre les agressions iraniennes, soit à travers l'emprisonnement de nos citoyens ou les attentats contre nos intérêts, les Iraniens continueront leurs attaques. Pour terminer, je voudrais vous poser ici une question liée à l'allègement des sanctions. Et il semble que ça a toujours été la stratégie iranienne. Leur objectif est de briser les sanctions imposées contre leur économie et ils ne veulent pas s'entendre sur quoi que ce soit sans la levée de ces sanctions. Ceci d'une part, d'autre part, les expériences antérieures nous ont montré que l'allègement des sanctions ne conduit qu'à davantage d'agressions iraniennes. Alors je voudrais vous demander, comment pensez-vous que nous pouvons résoudre un tel dilemme ? Existe-t-il un moyen de réduire les sanctions tout en freinant le comportement iranien ? Pour vous répondre avec précision en ce qui concerne l'Iran, je pense que l'allègement des sanctions doit être fait progressivement et en échange de quelque chose cédé par Téhéran. Cela signifie que les États-Unis ne devraient accorder à Téhéran aucun allègement des sanctions ni incitation comme ils le font aujourd'hui, car cela montrerait à l'Iran que les États-Unis sont dans une position de faiblesse et que l'Iran peut exploiter cette position. En fait, si l'Iran souhaite qu'on assouplisse les sanctions, il doit alors offrir quelque chose en retour aux États-Unis et à la communauté internationale. En outre, les dirigeants américains doivent comprendre que les États-Unis sont une superpuissance et qu'il y a une énorme différence de puissance entre les États-Unis et l'Iran et nous ne devons pas négocier aux conditions de l'Iran. De même, les États-Unis ne doivent pas s'abstenir d'utiliser la force américaine, qu'elle soit morale, politique, financière, technologique ou même militaire, car on doit se réserver le droit d'utiliser cette force pour réimposer des sanctions durcies si l'Iran manque à ses obligations. J'espère que le président Biden et ses conseillers tiendront compte de l'histoire de Xiu Wang. Car, comme nous venons de l'entendre, il y a malheureusement aussi des considérations politiques derrière la politique étrangère américaine. Et au nom de ces considérations, nous commettons de nombreuses erreurs. Nous prenons vraiment des risques à ne pas utiliser notre puissance efficacement. Nous risquons beaucoup en faisant des concessions à un régime qui ne traite jamais ces concessions réciproquement. Nous risquons également de pousser ce régime à nous défier lorsque nous ne montrons pas la force de notre volonté. Je voudrais remercier mon invité Xiu Wang d'avoir partagé avec nous son expérience et sa vision dans cette émission. Je remercie également notre chroniqueur, George Landry. Et merci à vous pour votre attention. À très bientôt.